Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Le numérique gagne tous les secteurs de notre vie et nous facilite bien la vie au quotidien, de nos basiques tâches ménagères aux plus complexes opérations médicales, financières, les opérations les plus compliquées. Le digital prend le pas, prend de plus en plus de place. Ok, c'est bien, mais quelle assurance, quelle sécurité derrière tout ça? Le sujet nous intéresse ce soir et on en parle avec le commandant Bota Gwaliba. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité. Merci madame, merci de votre invitation. Un plaisir de vous avoir. Et à vos côtés, nous avons mademoiselle Patide Abla Kezia, responsable communication de la start-up Robaloto, spécialisée dans l'installation des poubelles connectées dans les établissements scolaires. En quelques mots, nous précisez votre activité. D'accord, alors chez Robaloto, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Et chez Robaloto, nous sommes dans la production de poubelles connectées, c'est-à-dire que nous fabriquons des poubelles auxquelles nous intégrons des codes QR spéciales pour chaque établissement scolaire, puisque nous voulons commencer à la base dans notre perspective d'éducation éco-responsable. Donc, à travers ces poubelles connectées, nous pouvons voir la production exacte en temps réel de déchets plastiques que produit l'établissement, la fréquence de remplissage et le type de déchets plastiques que produit le plus cet établissement. Au fin d'avoir des chiffres, c'est ça? Oui, au fin d'avoir des chiffres. Des statistiques précises. Exactement. De production de déchets plastiques au Togo. Vous êtes en phase pilote. Oui, en phase pilote. Également sur ce plateau pour échanger, monsieur Amouzo Kwamivi Marcel. Merci d'être là. Vous êtes tech lead à CEMOI Togo. CEMOI, c'est plus une start-up aujourd'hui. Vous avez grandi. Vous êtes dans la finance et la technologie. Exactement, on est dans la finance et technologie. D'abord, merci pour l'invitation et merci pour l'accueil que vous nous avez réservé. CEMOI est une start-up axée sur la création et le déploiement des solutions digitalisées pour les institutions financières. C'est cela. Vous avez accès à votre banque depuis votre mobile, sur une application WhatsApp notamment. C'est le genre d'application que CEMOI propose. C'est exactement ça. Nous développons des services intégrés à WhatsApp. Aujourd'hui, le client n'a plus besoin d'installer l'application des banques pour pouvoir utiliser un service comme le solde, avoir le solde ou le transfert de fonds de son compte vers les wallets. On imagine toute la délicatesse de la question, on imagine dans toute la sécurité que nous voudrions à nos données, à notre argent. Et c'est justement ce pourquoi l'agence de la cybersécurité les a regroupés, les a invités, ces jeunes, cette semaine à une formation. Alors, mais on fait le point sur la formation. Clarisse Atikle a couvert l'ouverture et on revient juste derrière pour parler de notre sujet. Le plus souvent, on est confronté à une disparité de processus en matière de sécurité dans les institutions publiques, ce qui nous amène souvent à chaque projet à revoir tous les canevas d'implémentation de nos solutions pour pouvoir s'adapter à cette institution. Ce sont entre autres difficultés que connaissent les startups et les PME évoluant dans le numérique. L'ANSSI, Agence nationale de la cybersécurité, ouvre ce cadre de discussion avec elles afin de connaître leurs différents besoins en matière de cybersécurité. Nous fabriquons des poubelles connectées avec lesquelles nous pouvons avoir des données et des statistiques réelles sur la production de déchets plastiques au Togo. Nous avons besoin de cette formation. Entre-temps, nous aussi, nous avons suspendu l'activité de l'application pour pouvoir faire des maintenances. Et ces maintenances, c'est par rapport à de petits problèmes techniques que nous avons eus du côté de la sécurité. C'est une véritable aubaine donc pour ces startups et PME. Elles auront des techniques pour désormais faire face aux éventuelles cyberattaques qui engendrent des pertes économiques énormes. Il y a des startups qui aujourd'hui ont développé des applications qui mettent en relation des patients et des médecins. Il y a une application aussi qui retrace tout le parcours client. Et donc, la population togolaise commence à consommer de plus en plus les services développés par ces startups. Ces startups se retrouvent dans des situations où elles manipulent énormément de données. Donc, il est important
pour leur survie, de les protéger contre les cybermenaces. C'est juste des petites astuces, ce qu'on appelle les bonnes pratiques de cybersécurité qu'il suffit de mettre en place dans l'administration. Sous le leadership du chef de l'État, Faure Zimna Singbe, le Togo s'est engagé dans la transformation digitale ces dernières années. À travers l'ANSSI, le pays met en place des initiatives pour sécuriser son cyberespace. L'agence reste donc disponible pour accompagner les entreprises dans la sécurisation de leur écosystème numérique pour ainsi se prémunir contre les failles de sécurité. Et c'est de cette sécurité, de toute sa pertinence qu'on parle ce soir. Commandant Bota Gwaliba, qu'est-ce qu'on appelle espace numérique pour commencer? Alors, merci beaucoup, Madame Lise Gamien, pour vraiment cette opportunité que vous offrez à l'Agence nationale de la cybersécurité de venir sur vos plateaux pour une fois encore expliquer à nos concitoyens tous les enjeux et les risques liés justement à l'utilisation de ces outils numériques. Vous l'avez dans votre introduction très bien dit. Aujourd'hui, de la naissance jusqu'à la mort, du réveil jusqu'au coucher, nous consommons des services digitaux. Et donc, il faut absolument que dans leur utilisation, que les problématiques de sécurité s'intègrent dans nos process, dans nos façons de faire. Alors donc, ce que vous appelez espace numérique, nous l'appelons généralement un système d'information. C'est quoi? C'est l'ensemble des ressources, ça peut être des équipements informatiques, les équipements de connectivité, vos canaux de communication sur les réseaux sociaux, votre site Internet, en fait, tout cet ensemble de ressources qui vous permettent de générer de l'information, de la stocker et de la faire diffuser. Voilà, donc aujourd'hui, un système d'information, je prends l'exemple de la TVT, nous sommes dans votre studio avec des caméras, des équipements qui nous permettent, cette émission sera visualisée à l'autre bout du monde. Et donc, c'est l'ensemble de ces équipements qui permettent donc de faire diffuser et de faire circuler l'information qu'on appelle un espace numérique. Qui a besoin d'être protégé, c'est sa protection qu'on appelle cybersécurité. Tout à fait. Donc, étant donné que l'information ou bien les données qui sont générées et qui circulent dans cet espace, ces données et ces informations ont de la valeur, comme certaines ressources physiques ont de la valeur. Et donc, quand quelque chose, une ressource a de la valeur, forcément, elle attire certains esprits malveillants. Et donc, nous avons remarqué que depuis donc, cette explosion du monde digital, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations subissent des cyberattaques dans le but d'altérer leur système d'information ou bien de bloquer leur système d'information pour pouvoir les amener à payer soit des rançons ou bien à altérer ou bien à voler et vendre ces données sur le dark web. Le dark web, c'est l'autre pan de l'Internet, voilà, la partie sombre d'Internet. Et donc, la cybersécurité devient aujourd'hui un enjeu de survie, je le dis, pour que vous soyez une petite, une grande ou bien une très grande, une multinationale. Même un individu. Même un individu, parce qu'aujourd'hui, nous avons nos comptes Facebook, LinkedIn, etc. Nous jouons notre notoriété à travers ces canaux. C'est devenu un enjeu de survie pour nos organisations de prendre les mesures de cybersécurité. Alors donc, ces mesures permettent de préserver ou de garantir la confidentialité, la disponibilité et l'authenticité de vos données. Voilà, on prend des mesures pour empêcher à un individu qui n'est pas autorisé de s'introduire dans votre système d'information et d'y poser des actes malveillants. C'est ce qu'on appelle la cybersécurité. Et donc, cette cybersécurité s'est développée à la suite justement du développement de la cybercriminalité. En fait, la cybersécurité permet de lutter contre la cybercriminalité. C'est clair, c'est clair. Voilà. Et vous parliez, mademoiselle Patidé, dans l'interview, dans le sujet tantôt, de maintenance qui se sont imposées à vous du fait de certains dysfonctionnements techniques. Ça a un lien avec la sécurité? Oui, ça a un lien avec la sécurité dans le sens où nous cherchons à assurer la sécurité derrière les données que nous collectons. Okay. Dans le sens où nous avons suspendu dans le but de mettre un background de sécurité nécessaire par rapport aux données que nous connectons. Par exemple, hier, à la formation, je ne suis pas développeur de formation, mais j'ai beaucoup appris. Notamment, j'ai appris que dans le système de sécurité de développement d'une application web, il faudrait avoir cette partie où on a la redondance. La redondance veut dire pouvoir avoir une double base de données, pouvoir... si tu te fais attaquer,
pouvoir avoir accès aux mêmes informations ailleurs, pour qu'on ne te bloque pas le fonctionnement. Donc tout ça, je me suis dit, oui, c'est vraiment nécessaire. Vraiment nécessaire. Quand vous parliez, le technicien était là, il disait, oui, redondance. C'est grâce à eux que j'ai compris hier. Tout à l'heure, elle m'expliquait que hier, à la formation, elle est un peu perdue parce qu'elle n'est pas développeur, elle ne comprenait pas grand chose. Et donc, c'est là qu'elle a compris beaucoup de choses. Le sujet qu'elle évoquait tout à l'heure des redondances, je dirais que c'est la partie principale même de la sécurité. Si jamais tu te fais attaquer, comment est-ce que tu reprends tes activités? Il ne faut pas qu'on te paralyse. Exactement. Et du coup, au niveau de ces mois, par exemple, nous utilisons le service de réplication d'un partenaire qui s'appelle AWS. Et donc, ce système revient énormément cher. Du coup, pour les startups, pour pouvoir mettre ce genre de trucs en place, il faut avoir de l'argent pour pouvoir mettre en place cette solution. C'est cela. J'allais demander justement quelles sont les failles qu'offrent les PME, les startups aux arnaqueurs. Est-ce que généralement, ce ne sont pas des failles voulues, puisque toute œuvre humaine, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a toujours des imperfections et puis il y a quand même d'autres aspects où on sait que ça, c'est une faille, il faut qu'on corrige, mais la non-disponibilité de ressources fait qu'on tarde à remédier au problème. Effectivement, donc c'est ayant pris connaissance de cette problématique, donc des difficultés financières, parfois aussi techniques, ou bien en termes de compétences de ces startups, que l'ANSSI a décidé donc de nouer ce partenariat. En fait, hier, c'était un double événement. D'abord, leur faire une formation sur comment concevoir, architecturer leur application en respectant vraiment le normes de cybersécurité et surtout établir un cadre de discussion entre ces startups et l'ANSSI pour pouvoir mieux comprendre leurs besoins en termes de cybersécurité. Parce que nous sommes l'autorité nationale en charge de la protection des systèmes d'information. Voilà, c'est ce qui est écrit dans les textes. Que vous soyez une grosse administration, que vous soyez un opérateur de services essentiels, que vous soyez une petite ou une moyenne entreprise, l'État a pris sur lui la responsabilité de protéger l'ensemble du cyberespace national. Et surtout, nous avons remarqué que les services que justement, ces startups offrent commencent à s'intégrer dans la population, on commence à consommer ces services. On réserve aujourd'hui des tickets de bus en ligne, on commande nos repas sur des applications, on commande des taxis en ligne. Dans le système éducatif, il y a beaucoup d'applications qui se développent. Dans le domaine de la santé, donc le e-santé, voilà, il y a des applications qui mettent en relation les patients et les clients dans les banques. Il y a même des opérations chirurgicales qui peuvent, alors des consultations qui peuvent être faites. Voilà. Et donc, nous avons remarqué que, et ça va continuer crescendo, c'est-à-dire que de plus en plus d'individus vont consommer ces services. Et donc, si jamais une application a une grande notoriété, un grand succès sur l'espace national, et que cette application subit une cyberattaque et elle est bloquée pendant des jours ou des semaines, le préjudice que va subir la population, l'impact que va subir la population sera assez énorme. Et donc, l'État que nous représentons, à travers l'ANSSI, nous avons décidé de les accompagner, à les aider à renforcer leur posture de cybersécurité. Donc nous avons établi dans ce cadre de discussion, nous allons rentrer de façon technique dans les détails pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut les aider à faire. Est-ce que nous pouvons peut-être leur offrir des tests de pénétration? En cybersécurité, c'est très très important. Lorsque vous développez une application, il faut l'éprouver, il faut la faire éprouver par des hackers éthiques. Voilà, on va se mettre dans la peau d'un cybercriminel et on va éprouver votre application pour pouvoir détecter les failles, les vulnérabilités qu'un vrai cybercriminel pourrait utiliser pour altérer votre application. Ça coûte très cher. Il y a des tests de pénétration qui se chiffrent à des millions. On sait que les startups ne peuvent pas le faire. Donc l'État, nous allons réfléchir. S'engage à le faire en fait. Enfin, une certaine proactivité. Voilà, quand même on va regarder si on peut trouver des mécanismes avec le prestataire que nous avons, qui est notre base technique opérationnelle, Cyberdéfense Africa, dans quelle mesure on pourrait faire à des taux réduits ces services aux startups. Parce qu'en fait, l'objectif derrière, j'imagine, pour ces créateurs de richesse nationale, c'est d'accompagner les startups à être de grands opérateurs demain, des opérateurs prospères demain. Voilà, je voudrais que demain, une startup arrive à nous créer une application qui est utilisée dans le monde entier, comme ce qu'Israël fait. Vous savez, un pays comme Israël, aujourd'hui, leur économie est basée sur la technologie. Donc, ils ont beaucoup de startups qui développent des applications qui sont achetées par les grands groupes d'informatique. Vous savez, Microsoft, Apple et tout ça. C'est en Israël qu'ils achètent beaucoup de leurs ressources en termes d'applications. Bientôt du Togo également, on a des têtes pour développer. Et on a l'agence pour les accompagner également. Est-ce qu'on peut donner des exemples de menaces
avec même des exemples concrets de ce dont on parle. On en parle, j'imagine qu'il y a des gens qui peuvent se dire oui, de quoi ils parlent, mais concrètement, il y a des exemples qui vont mieux nous parler. C'est ça. Alors, tous les jours, tous les pays du monde subissent des cyberattaques. Pas plus que je pense que c'était au mois de 2023. Vous savez, le Sénégal, l'État sénégalais s'est retrouvé un matin, tous les sites gouvernementaux étaient inaccessibles. L'État? L'État. Donc imaginez si c'est des sites fonctionnels. C'est-à-dire un hacker peut être à l'autre bout du monde, aux États-Unis, si un site présente des failles de sécurité, si depuis la conception, l'architecture de ce site n'a pas pris en compte les mesures de sécurité, il peut très bien s'introduire sur ce site Internet et le bloquer. Il vous le rend inaccessible. Peut-être bloquer même dans ce cas, le système de paiement des fonctionnaires à la fin du mois. Ah oui, et donc ça peut effectivement, ça peut être le site du ministère des Finances. Wow. Et ce qui est inquiétant, imaginez aujourd'hui, certaines administrations de la place, comme l'OTR ou la CNSS, ont digitalisé l'ensemble de leurs services. Donc ce sont des sites fonctionnels. C'est-à-dire qu'on fait des transactions financières sur ces sites. Et donc, si ceux-ci ne sont pas protégés, ils peuvent subir. Donc, l'exemple du Sénégal, c'était quoi? C'était ce qu'on appelle un DDoS. C'est-à-dire, on envoie des millions de requêtes sur les serveurs de ces sites et on les rend indisponibles. Le serveur ne peut plus répondre aux requêtes. C'est ce qu'on appelle deny of service. Voilà. Et donc, il vous envoie ces requêtes. Et donc, il y a des solutions, ce qu'on appelle des solutions anti-DDoS, que les administrations, les États, les entreprises doivent absolument déployer pour se prémunir contre cette attaque. L'attaque la plus courante que nous avons dans nos espaces, c'est tout ce qui est du phishing. On vous envoie un faux mail avec un lien malveillant. Et une fois que vous cliquez sur ce lien, ça permet de s'introduire dans votre système d'information, sur vos serveurs, vos ordinateurs. C'est les affaires d'anniversaire de telle compagnie qui offre de l'argent, qui offre des promotions, des billets, etc. Cliquez rapidement pour ce lien. À ce jour, les gens se font piquer encore à cette arnaque. C'est énorme. Telle structure fête 50 ans. Tout à fait. Donc, l'astuce, c'est de ne jamais cliquer sur ces liens. Il faut vraiment s'assurer de l'adresse email, de si c'est vraiment celui à qui vous pensez être l'auteur de cette adresse et d'éviter de cliquer sur n'importe quel lien de promotion. Ça devient extrêmement dangereux. Généralement, ça demande de distribuer dans plusieurs groupes. Voilà. Oui. Et nous avons un cas, malheureusement pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous donner le nom. Il y a une grande entreprise de la place qui, justement, par le biais d'un phishing, une secrétaire a cliqué sur le lien et le hacker a réussi à s'introduire dans la base, dans le réseau de l'entreprise. Et il a chiffré l'ensemble des bases de données de cette entreprise. Chiffré, il a réclamé. Donc, non, il envoie il a bloqué. C'est-à-dire que c'est plus illisible. Vos fichiers, vos photos, vos documents Word, vos documents Excel, vous ne pouvez plus les ouvrir. Et la suite, c'est quoi? Et la suite, c'est qu'il va vous envoyer une ransom note. Il va vous envoyer une note pour vous dire, OK, je suis hacker tel, je viens de chiffrer l'ensemble de vos données. Si vous ne payez pas une rançon, je ne vous donnerai pas la clé. Donc, si vous payez une rançon, je vous donne la clé qui vous permet de déchiffrer ces données. Et souvent, il faut les payer en Bitcoin. Vous voyez, c'est l'écosystème numérique qui, parfois, permet le développement justement de ces activités. Quand il n'y avait pas les monnaies électroniques, ce genre d'attaque était très rare parce que très vite, on allait mettre les services de sécurité. Parce que le Bitcoin, ce n'est pas retraçable. Ce n'est pas retraçable, c'est sur Internet. Et donc, ce sont des monnaies électroniques. Il peut toucher cette forme au Brésil, au Kazakhstan, un peu partout. Or, avant, s'il fallait faire une transaction financière, travailler une banque, on sait au nom de qui on met les services qu'il faut et puis au moins il va pour toucher, on met la main dessus. On met la main sur l'individu. Donc voilà, et puis surtout aussi sous notre pic, il y a beaucoup de cybercriminalités qui sont liées aux fraudes et aux arnaques. Voilà, les fraudes à la carte bancaire et puis les arnaques téléphoniques que vous connaissez. Les secrétaires de DG qui appellent pour suite aux dossiers que vous avez déposés, etc. Voilà, tout le temps on reçoit ces plaintes. Bon, ça nous embête parce que nous, derrière, c'est de l'ingénierie sociale. Techniquement, il n'y a pas grand-chose à faire parce que nos équipements, nos solutions de cybersécurité ne servent pas à grand-chose pour pouvoir régler ce problème. Ce que nous disons aux gens, c'est vraiment de redoubler de vigilance pour ne pas tomber dans ces pièges qui, à notre sens, sont trop basiques. Oui, c'est cela. Voilà. Il y a aussi d'autres types d'attaques qui se développent ces derniers temps. Je prends l'exemple, et c'est beaucoup en Europe, où on clone les sites Internet. Un cyberattaquant va réussir à prendre le site Internet de l'hôtel de la TVT, par exemple, c'est exactement la même chose. Et ce qui est dangereux, quand il s'agit des banques ou bien des sites d'hôtels sur lesquels vous faites de la réservation et que donc vous payez en ligne. Donc, toutes les informations liées à vos transactions financières, les numéros de carte de crédit, les mots de passe ou bien les codes secrets, il peut les récupérer. Et donc, nous demandons aussi aux administrations
de bien concevoir leur site Internet et surtout de nous signaler lorsqu'ils voient qu'il y a un site malveillant qui s'est développé pour pouvoir altérer leur service. Alors, tout n'est pas que dans la conception, mais après la conception, c'est toute une équipe qui est derrière. Vous appelez ça le monitoring. Voilà, donc c'est le monitoring. Comme des gardiens, Tout des à fait. agents de sécurité qui veillent 24 sur 24. Tout à fait. Donc, ce sont les services qu'on appelle les services de SOC, donc les services de Security Operations Center. Donc, le Togo, nous avons un SOC national qui est opéré par Cyberdéfense Africa. La TVT, votre système d'information, vous nouez un contrat avec CDA. CDA s'engage à surveiller votre réseau et votre système d'information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ils ont des outils comme des scanners de vulnérabilité. Tout le temps, nous allons scanner l'ensemble de votre système d'information, rentrer sur vos serveurs, vos routeurs, vos switches, pour voir s'il n'y a pas d'anomalie. Et régulièrement, tout ce que vous faites comme activité, il y a des logs qui sont envoyés au CIEM, ce sont des équipements du SOC, et par des systèmes de corrélation, des règles de corrélation. Lorsqu'il y a une anomalie, très vite, il y a des alarmes qui apparaissent. Imaginez, on dit que il y a quelqu'un a voulu se connecter à un serveur à telle heure, et 3 secondes après, il le fait depuis la Chine. Donc, il y a un problème. Celui qui l'a fait en Chine, c'est un robot. Donc, très vite, ça va soulever une alarme. Et les équipes du SOC vont rentrer, analyser cette alarme et vous dire, attention, il y a telle faille ici, il faut bloquer telle vulnérabilité, etc. Nous recommandons vraiment aux entreprises de contracter ces services. À ce jour, sinon, aujourd'hui, le cyberattaquant, il s'introduit doucement dans votre réseau, dans votre système d'information, et il y est pendant des années. Vous ne pouvez même pas savoir. C'est le jour où il collecte les données et il voit un peu comment vous fonctionnez. Et il comprend un peu le système d'administration. Est-ce que les week-ends, les administrateurs sont toujours alertes? Est-ce qu'ils font les mises à jour, etc. Il collecte toutes ces informations et le jour où il est prêt, c'est là où il tape un grand coup, il frappe et puis c'est le jour là où vous vous réveillez. Quand nous faisons les investigations, on se rend compte que maintenant, vous avez une intrusion dans votre système d'information il y a 3 ans. Wow. On a vu dans une administration où il y avait un hacker qui était dans le réseau depuis 3 ans. Personne ne l'a détecté. Donc tout ça parce que le système n'est pas monitoré. C'est ça. Il faut le monitorer. Alors vous, au niveau de ces mois, j'imagine que tout ça c'est fait, mais car en soit le cas, vous avez des défis au quotidien sur cette question-là. Oui, sur cette question, au niveau de ces mois, nous aussi, nous recevons des attaques. Il y a des gens qui essayent de se connecter à notre plateforme et ce dont le commandant a parlé tout à l'heure, on reçoit aussi des dénis de service. Les gens essayent d'envoyer plusieurs requêtes sur nos serveurs pour pouvoir les bloquer. Les bloquer. Voilà, exactement. Donc, nous, au niveau de ces mois, nous mettons en place une solution qui s'appelle le WAF pour pouvoir intercéder ces genres de requêtes. Et également, au niveau de l'authentification, on met en place le système qui va permettre à l'utilisateur de réinitialiser son code après un temps donné et l'activation de l'authentification de facteur. Ah ouais. Voilà. Donc c'est nul n'est épargné. Les individus également, on n'est pas épargnés. Hein, bien sûr, aujourd'hui, tout individu, nous avons des comptes. Et notre vie va se transporter sur les comptes. Oui. Les comptes Facebook, LinkedIn, Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. On voit les gens qui bloquent souvent, ils ont un compte Facebook, ils sont bloqués. Ils sont bloqués, ou bien quelqu'un clone votre compte avec votre image. Il faut écrire des faux comptes en votre nom, surtout pour les personnalités qui sont de notoriété. Oui, voilà. Samuel Eto'o d'ailleurs, et puis plein de personnes en font voilà. Les frais. Oui. Donc nous demandons justement de nous prendre le signal au CERT national. Donc le CERT, c'est le Centre d'alerte et de réponse aux incidents informatiques, qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez y accéder par Internet. C'est CERT. CERT.tg. Voilà, il y a un numéro de téléphone, je pense que c'est le 22 53 59 80. C'est une hotline. Et vous pouvez signaler tout incident informatique. Lorsque vous avez justement votre compte ou bien vous avez un faux compte, voilà, il y a des autorités qui nous signalent. Et nous, comme nous sommes un CERT national, et nous sommes membres de certaines organisations de gouvernance de la cybersécurité au niveau mondial, nous avons des habilitations et des autorisations à demander aux géants du numérique que sont Google, Meta, Facebook, Apple, etc., de pouvoir procéder à la fermeture de ces faux comptes. Okay. Il n'y a que nous seuls qui pouvons le faire. Ah oui, il faut le savoir. Hein. Ça, parce que très souvent, les comptes de Facebook et autres qui sont... Mais j'avoue que ce sont des procédures qui sont assez fastidieuses parce que ce n'est pas dans leur business model de fermer des comptes. Eux, ils veulent avoir beaucoup de comptes, plus de monde pour que leur application ait de la notoriété et pour pouvoir vendre de la publicité ciblée, ce qui permet de les rémunérer. C'est clair. Voilà. Donc, sachez que ces groupes, ces géants du numérique qui nous offrent ces services entre guillemets gratuits se font rémunérer quelque part. Donc sur Internet, il n'y a rien qui est gratuit. Quand vous voyez quelque chose qui est gratuit, en fait, c'est vous le produit. Donc qu'est-ce que vous faites? Tout ce que nous laissons sur ces réseaux sociaux comme données,
nos photos, nos voyages, tout ce que nous racontons. Ils les récoltent et permettent à des entreprises de nous faire de la publicité, de nous vendre de la publicité. Donc, vous allez remarquer que si tout le temps, vous allez sur des sites pour voir les belles voitures, ne vous étonnez pas de voir tout le temps des publicités de belles voitures qui vous parviennent de façon intempestive. Alors, actuellement, même, c'est pas tant ça, mais ça, c'est encore plus évident. Des fois, on a comme l'impression qu'on discute simplement d'un sujet. Tout à fait. Et en même temps, il y a une publicité qui arrive. Tout à fait, relative bien sûr. Au sujet, alors, on se pourquoi? dit, c'est qu'à la Parce fin, que nos téléphones au moment où vous sont téléchargez ces applications, les gens ne font pas attention dans ce qu'on appelle, pour lire les conditions générales d'utilisation. L'application va vous demander, oui justement, c'est fait pour, voilà, donc il faut mettre les lunettes comme moi pour pouvoir lire. Alors, l'application va vous demander, est-ce que vous autorisez l'application à avoir accès à vos contacts? Est-ce que vous autorisez l'application à avoir accès à vos données? Est-ce que vous autorisez l'application à avoir accès à votre microphone? C'est autorisé ou bien accepter seulement comme vous faites accepter, et à la fin vous faites terminer. Une fois que vous avez autorisé, c'est de la technique, hein, c'est en 2 secondes, tout est activé. Et donc, il y a des algorithmes derrière qui analysent quand vous parlez. Et si vous dites, j'autorise l'application à avoir accès au microphone, lorsque vous utilisez cette application, vous parlez, le microphone est activé. Il y a même ça. Voilà, il suffit que de vous prononcer 2-3 mots, whisky, ou bien, je ne sais pas, l'application. Voiture. Apparemment, ils sont en train de parler de whisky, envoyer des publicités de whisky. Et tout ça, comme c'est de l'informatique, ça va à une vitesse phénoménale. Avec l'intelligence artificielle, c'est encore une autre dimension. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Quand vous voulez télécharger une application, n'autorisez que ce que vous pensez ne pas être en mesure de vous porter des préjudices. Voilà. La mesure d'audience, par exemple. Voilà, il faut vraiment faire attention avec ça. Alors, les gens se demandent aujourd'hui, quelqu'un vous appelle, il vous donne votre nom, comment il a su que je m'appelle tant. C'est exactement ce que nous faisons quand vous autorisez l'application à avoir accès à vos contacts. Si moi, j'ai enregistré votre numéro et j'ai mis Madame Lise Gamier TVT, l'application sait que le numéro X appartient à Madame Lise Gamier TVT. Et donc, il y a des applications comme Truecaller. Ça ne dépend plus de moi, en fait. Voilà, non, ça ne dépend plus de vous. Et comme nous échangeons les contacts les uns des autres, forcément, ils regroupent tout ça, ils font des recoupements. Ils savent que ce numéro appartient à Monsieur Tan. Et Truecaller, aujourd'hui, vous téléchargez Truecaller, dès que quelqu'un vous appelle, son numéro apparaît. Oui. Voilà. Bon, quelque part, ce n'est pas trop un problème, ce n'est pas très grave. Je veux dire, ce n'est pas un problème qu'on sache que le numéro tant appartient au commandant Gualiba. Mais lorsqu'on veut en faire une utilisation malveillante, c'est ça le problème. Voilà. Par exemple, là, Rob Baloto, vous avez vos statistiques, quelqu'un qui fait intrusion dans vos systèmes et puis qui ramasse vos chiffres que vous auriez mis des années à collecter, là, ça va vous porter préjudice. Oui, ça va nous porter préjudice. J'en discutais avec le CIO et il y a même cet aspect où ces données peuvent être collectées, transmises à l'OMS dans un système de vérification. On peut dire qu'au Togo, ici, nous ne faisons pas la bonne gestion des déchets plastiques comme nous l'avons dans nos politiques et tout. Voilà, ça peut vraiment nous porter préjudice. Complètement, complètement. C'est pourquoi il faut vraiment se prémunir. Il faut se prémunir. On a quand même beau se prémunir, il y a toujours une faille qui reste. Il y a une grande chaîne de télévision dans le temps qui a été... Et si je vous explique comment ils ont réussi, en fait, c'est, je pense, le directeur technique de cette chaîne qui a un ordinateur sur lequel il avait les codes d'accès vraiment de la partie technique, des équipements techniques qui permettaient d'accéder à la régie de production, etc. Et donc, ce monsieur a commis l'erreur de se connecter. Il était en voyage dans un aéroport, à Wi-Fi gratuit au public d'un aéroport. Il était suivi parce que vous savez que c'était une organisation terroriste qui était derrière, qui a même revendiqué donc lui, cette attaque. On le pistait. Et c'est comme ça qu'il cible. Petite erreur. Si moi, je veux cibler la TVT, je vais cibler les gens qui travaillent à la DSI, à la direction des systèmes d'information, les informaticiens. Donc, je les suis. Donc, on l'a suivi et on a piégé un Wi-Fi. Il est rentré il s'est connecté sur ce Wi-Fi. Et les hackers ont réussi à prendre le contrôle de l'ordinateur. Ils sont rentrés sur l'ordinateur. Ils ont pris ses codes d'accès. Et c'est fini. Ils ont chiffré entre l'ensemble de la chaîne. Et c'était le blackout total. Alors, vous disiez qu'il s'est connecté à un Wi-Fi, ce qui veut dire que c'est compliqué. Du genre, récemment, pour consulter mon compte bancaire avec ses mois sur mon téléphone, sur WhatsApp, je me connecte à un Wi-Fi qui n'est pas le mien pour pouvoir faire une opération bancaire. C'est dangereux? Jamais. C'est extrêmement dangereux. Surtout les Wi-Fi publics et qui sont gratuits. Donc vous êtes dans un aéroport, vous voyez l'ensemble, il y a des dizaines de Wi-Fi qui s'affichent sur votre téléphone. C'est l'aéroport qui veut faciliter la tâche aux passagers? Non, ça ne veut pas dire que c'est l'aéroport qui a créé ces Wi-Fi.
Voilà, Ça généralement, peut les être Wi-Fi quoi? de l'aéroport sont souvent sécurisés. Oui. Voilà, vous allez avoir un code Il d'accès. y a un protocole, Il y a une tout un procédure, protocole, justement. Parce oui. qu'aujourd'hui, pour générer un Wi-Fi, c'est rien du tout. Il y a des équipements pour ça. Un hacker, il s'installe comme un voyageur à l'aéroport. Et puis, Il génère un Wi-Fi et donc Il est ça ouvert. rayonne tout autour de lui dans un rayon de 100 à 200 mètres. Et généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont gentils, les hackers. Ils vous laissent gratuitement. Ils ne mettent pas de Ils code. sont gentils, Et donc, quand vous voyez ça, vous dites, ah ben dis donc, un Wi-Fi l'aubaine, gratuit. on se dit, avec quelle Une aubaine? fois que vous vous connectez à ce Wi-Fi, tout ce que vous allez faire à travers ce réseau, il va prendre le code, il va prendre ces données. Si vous rentrez les données de votre carte bancaire, il va les avoir. Parce que c'est lui qui a conçu ce mini-réseau Wi-Fi. Et c'est pourquoi nous demandons aux gens, lorsque vous êtes dans des lieux publics, les aéroports, les hôtels, utilisez souvent les VPN. Aujourd'hui, sur Internet, avec 3 euros, 5 euros, vous pouvez acheter un VPN. Et puis, ça permet de... Il ne pourra pas... Le VPN, c'est ce qu'on comme appelle un un tunnel. portail. Voilà, c'est Oui. un tunnel privé. Ok. Donc, ça chiffre les données entre votre téléphone et le Wi-Fi. Ou bien entre votre téléphone et Internet. Donc, il ne peut pas entrer là-dedans. Ça, c'est un. Ou carrément de ne pas faire ce qu'on appelle des transactions sensibles sur ce Wi-Fi. Vous pouvez à la limite consulter ta TVT, Republic of Togo, pour lire un article, mais ne faites pas de transactions financières où vous serez obligé de laisser des données sensibles sur ce réseau, privé. Alors, c'est le Wi-Fi seulement qui est incriminé, ou bien même nos données qu'on a chez les opérateurs, là, c'est un peu plus protégé? Bon, Les données qu'on achète, les données... quand vous utilisez les données mobiles, les données comme bien de mobiles, Move, là, c'est- non, puisque ça sont des données, vous utilisez le réseau d'un opérateur de téléphonie mobile. Qui est sécurisé. Voilà, qui est sécurisé parce que lui, il est soumis, il est astreint à des obligations, il y a l'ARCEP, il y a nous les monitorons, hein. Nous leur enjoignons des normes, des règles qu'ils doivent absolument respecter, nous les auditons là-dessus. Et donc, quand ce sont des données mobiles, donc c'est un réseau qui est bien établi, bien conçu, qui est autorisé avec les fréquences, qui a les autorisations qu'il faut. Donc, la sécurité est quand même, à ce niveau, quand même garantie. C'est ça. Que un Wi-Fi public dont on ne sait pas qui est l'auteur, etc. Alors, les Wi-Fi, on a dans nos maisons aujourd'hui, un peu tous les ménages ont un Wi-Fi. Donc, vous avez votre Wi-Fi dans le quartier, vous vous dites, bon, je veux bien partager avec mes voisins, vous laissez le Wi-Fi ouvert. J'imagine que ça peut être aussi dangereux parce que c'est sur ce même Wi-Fi que je peux aller consulter. Je vais supposer que c'est mon Wi-Fi. Je vais faire des opérations sur mon téléphone, opérations bancaires sur mon Wi-Fi, mais qui est ouvert. Oui, mais c'est dangereux justement, ça aussi c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il y a aussi des applications, des équipements qui permettent de savoir qui utilise ce Wi-Fi. Et on peut passer, il y a des hackers qui sont capables, lorsque vous utilisez un Wi-Fi qui n'est pas justement sécurisé, il peut passer par ce réseau et atteindre votre device. C'est deux aspects. Oui. Là, maintenant, vous dites l'autre que aspect aussi... Le Wi-Fi, là, si c'est codé, même si c'est codé, ils peuvent... Non, il y a des applications aujourd'hui qui permettent de casser les codes. Hein. Maintenant, ça, c'est un. plus encore, si ce n'est pas codé, si c'est pas ouvert codé, aux voisins, si ce n'est pas codé, gratuitement. là où c'est encore dangereux, imaginez, vous avez laissé votre Wi-Fi public Oui. et quelqu'un utilise ce Wi-Fi pour aller sur des sites prohibés. Je prends l'exemple des sites de pédopornographie. Si après, il y a une plainte qui arrive au niveau des services de police, nous travaillons en collaboration avec ces services. Nous avons des capacités techniques pour pouvoir faire de l'investigation criminalistique. Nous pourrons savoir par quel Wi-Fi il est passé pour pouvoir accéder à ce site de pédopornographie. Et il se trouve que l'adresse IP de votre canal box, c'est elle qui va apparaître. Eh oui. Puisque c'est pas moi. Nous viendrons, on va demander à l'opérateur, le fournisseur d'accès Internet, si c'est GVA ou bien Togocom, c'est un jeu d'enfant pour ça. Et très vite, on vient chez vous. Madame, monsieur, c'est votre canal box qui a permis d'accéder à tel Wi-Fi, tel jour, à telle heure. Expliquez-nous ce qui s'est fait. Comment ça s'est passé? La sanction va vous dire, vous ne savez rien. Vous êtes responsable de votre réseau. Donc, c'est pourquoi on demande aux gens de vraiment sécuriser leur réseau Wi-Fi et changer régulièrement les mots de passe. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont très forts. Il y a des applications qui sont sur Internet, sur le dark web. On peut acheter, savoir comment casser les dents. Il faut régulièrement changer les mots de passe pour ne pas être aussi vulnérable. Voilà, pour ne pas être vulnérable. On n'imagine pas tous ces risques-là, toutes ces menaces-là, on n'imagine pas. Hein. Là, ce que vous dites, je reviens encore sur l'affaire de l'argent sur le téléphone. Par ces mois, on dit si on laisse le Wi-Fi ouvert, quelqu'un peut donc entrer dans notre Wi-Fi et avoir nos informations également. Moi, je ferai mon opération tout en sécurité, me disant que c'est comme le mon Wi-Fi Wi-Fi à moi. Voilà, c'est comme le Wi-Fi dans un aéroport. Tout ce que vous faites, celui qui a généré ce Wi-Fi, il peut récolter toutes les informations qui passent sur ce réseau. Donc, si votre Wi-Fi à la maison n'est pas sécurisé, quelqu'un peut se mettre derrière et tout le trafic
qui passe sur ce réseau, il peut récolter toutes les informations. Alors, sécuriser veut dire quoi? Au-delà du mot de passe, est-ce qu'il y a une autre sécurité que l'on peut mettre sur nos Wi-Fi chez nous? Non, je pense que les opérateurs aujourd'hui, quand vous allez chez Canal Ball, Okay. ils vous disent comment il faut sécuriser. Chaque opérateur, quand il déploie sa box, met des éléments de sécurité pour ne pas altérer cette connexion. Est-ce qu'il y a des attaques comme ça sur des structures, qu'elles soient PME ou grandes entreprises, déjà ici, qui leur ont coûté cher? Ah oui, mais nous avons des entreprises de la place qui ont perdu des centaines de millions de francs CFA suite à des cyberattaques. Et puis aussi, je voudrais aussi appeler l'attention des responsables de ces organisations. Souvent, nous pensons que la menace peut venir de l'extérieur. En interne, souvent, et les cas que nous avons eus, c'était une complicité interne. C'était un administrateur système qui était en complicité avec des cybercriminels qui étaient dans la sous-région. C'est lui qui leur a autorisé, c'est lui, puisque c'est lui qui a les accès sur les serveurs. C'est lui qui les a donné les accès, ou bien... Comme un gardien de maison qui c'est laisse lui le qui portable laisse ouvert. le portable. Donc ça arrive. Et donc c'est pourquoi nous, en cybersécurité, les menaces, nous classons la menace interne comme un risque de cybermenace. Donc il faut sensibiliser, mettre les mesures dans le recrutement, les enquêtes de moralité. Vos personnels qui ont accès à votre système d'information, je pense qu'il faut mettre des garde-fous derrière pour pouvoir monitorer et surveiller tout ça. C'est cela. Oui, oui. Alors, Et régulièrement, faire des changements et vérifier, avoir une politique de cybersécurité dans l'entreprise, les codes d'accès. Est-ce que qui a les codes d'accès? Est-ce qu'on les change régulièrement? Il faut de temps en temps auditer. Voilà. Et nous, aujourd'hui, il y a des entreprises, il y a des prestataires sur la place qui accompagnent les entreprises dans l'audit de ce qu'on appelle de la sécurité du système d'information. Je pense que c'est peut-être dans cette optique qu'il y a certains services qui refusent qu'on aille sur certains réseaux sociaux. Bien sûr. Voilà, avec le Wi-Fi de l'entreprise. Tout avec le Wi-Fi de l'entreprise. On comprend pas toujours. Dans certaines administrations, par exemple, ils refusent d'aller sur Zoom. Ils estiment que Zoom, qui est un outil de collaboration, n'est pas sécurisé. Ils préfèrent utiliser Teams ou bien d'autres, ou bien payer des licences. Il faut payer souvent des licences pour pouvoir utiliser. Et justement, vous savez, dans l'administration, je sais que beaucoup utilisent les licences craquées, les Office craqués. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que vous ne bénéficiez pas des mises à jour de l'éditeur de la solution qu'est Microsoft. Et donc, vous traînez avec vous des vulnérabilités et des failles qui sont connues, qui sont diffusées dans le monde. Et les cyberattaquants, eux, ils ont des capacités pour pouvoir, lorsqu'ils détectent la faille, ils peuvent s'introduire sur votre réseau. Donc, quelque part, utiliser les outils numériques, il faut accepter d'y mettre un peu de moyens en termes de sécurité. C'est un investissement, c'est ce que j'ai dit, que c'est un investissement. Hein. Voilà, parce que ce que vous perdez, parce que vous n'avez pas mis en place, en cas d'accident, en cas d'incident cyber, parfois vous perdez une base de données que vous avez mis 20 ans à développer. Et en un clic, un cyberattaquant peut vous la faire disparaître. Et vous êtes sérieusement emmerdé, sérieusement handicapé. Et je prends l'exemple des startups, voilà pourquoi on veut les accompagner. Eux, ils sont encore très vulnérables. Imaginez un site de vente en ligne. Voilà. À la seconde où ce site est bloqué par un cyberattaquant, la startup commence par perdre de l'argent. Au bout de 3 semaines, les clients de cette application, lorsqu'ils vont essayer 2-3 fois, ils n'arrivent pas à se connecter, qu'est-ce qu'ils font? Ils se détournent. Et donc, une startup qui avait bien démarré, qui avait 10 000, 15 000 clients, se retrouve du jour au lendemain, elle n'a plus de clients, les gens se sont détournés, ils n'ont plus confiance en son produit. Et c'est comme ça, cette startup peut mourir de sa plus belle mort à cause d'une cyberattaque. Et on en a vu plein qui ont subi... ils n'ont jamais pu se relever. C'est cela. Alors, j'imagine la pression très très forte sur vous, notamment. Exactement, la pression est très très forte par rapport à ce que vient de dire le commandant. Aujourd'hui, il ne suffit pas de sortir de l'école et tu sais développer et tu te dis que tu crées une application pour se faire de l'argent. C'est très très dangereux. Il ne suffit pas de prendre un serveur en ligne et de déployer une application. Mais il faut derrière un système de sécurité pour protéger les données et protéger tes clients. Et ça, c'est très, très important. C'est ce que je voulais soulever par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est moins confronté à pas mal de problèmes. Et on arrive à sortir la tête de l'eau parce qu'on met les moyens. Vous mettez les moyens pour vous protéger. Aujourd'hui, il est carrément impossible à une start-up de prendre le service cloud dont je viens de parler, AWS. Ça coûte énormément. Et c'est pour ça, hier, on a demandé à l'ANSSI d'aider les start-up dans la façon de mettre en place la sécurité. La demande, quelle a été la réponse à la demande posée par les startups? On a bien noté la demande. Non, effectivement, donc, comme je vous ai dit, c'est un cadre de discussion. Oui. Nous allons remonter à nos organes de gouvernance. C'est une nécessité pour nous, si nous voulons accompagner cet écosystème des startups, et comme ça rentre aussi dans le cadre de la transformation digitale, voulue par les plus hautes autorités de notre pays. Et je pense qu'il y a possibilité de les aider. Et puis aussi, l'État a fait des efforts
l'État fait vraiment des efforts. On a déjà mis en place des capacités d'hébergement en local. Vous avez le Lomé Data Center qui a été inauguré par le chef de l'État en 2021. Il y a aussi d'autres acteurs privés qui sont en train de s'installer. La preuve, demain, j'ai eu une réunion avec un opérateur de la place qui est en train de prospecter pour installer aussi un data center. Voilà. Et donc, les data centers, c'est les centres, voilà, comme voilà. des clouds qui hébergent les serveurs. Voilà. Vous pouvez louer des places ou bien vous pouvez louer de la Mm. capacité sur ces data centers pour stocker vos données. Et voilà. Une fois que cet écosystème d'offres d'hébergement va s'étoffer, nous, derrière, nous allons même mettre de la réglementation. Pour certains secteurs stratégiques, nous allons obliger les opérateurs de ces secteurs stratégiques d'héberger leurs données en local. Parce qu'une fois que c'est hébergé sur le cloud, ces opérateurs de cloud sont soumis aux réglementations des pays dont ils dépendent. Voilà, notamment, je prends l'exemple des États-Unis. Ils ont sorti, il y a une loi qu'on appelle le Patriotic Act. Si l'activité stock de ces données dans un cloud, dans un data center aux États-Unis, cette entreprise a l'obligation de communiquer au gouvernement américain, s'il en fait la demande, des informations liées à tous vos clients. Non. Ah oui, justement. Donc, donc on a tout intérêt à garder. On a tout intérêt à développer localement. Vraiment, à développer déjà l'offre d'hébergement en local et à contraindre ou bien à inciter les entreprises à héberger leurs données en local. Inciter, c'est mieux parce que mettre toutes les conditions. Voilà. Voilà. Ah oui, c'est grand, hein. C'est pas petit le travail que vous avez à faire de nos jours. Alors, est-ce qu'un pirate peut prendre aussi peut prendre les commandes d'une machine connectée que j'ai chez moi à la maison? C'est un jeu d'enfant, ça ne prend même pas 2 secondes. C'est-à-dire que mon aspirateur qui se balade, oui, mais justement, puisque ça va se promener et ça ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, vous savez, avec ce qu'on appelle l'Internet des objets, l'Internet des objets, on a plein d'outils connectés. Tout est connecté, les caméras connectées, les ampoules connectées, etc. On peut passer justement par une ampoule si vous avez conservé ce qu'on appelle les mots de passe par défaut, par exemple, ou bien vous avez mal fait votre adressage, l'adressage IP de tout ce réseau, on peut justement passer soit par une caméra, soit par une ampoule pour s'introduire dans le réseau de votre maison. C'est un jeu d'enfant, il y a des outils pour ça. Si vous laissez justement des ports qui sont ouverts, ou bien cette caméra, vous ne mettez pas les éléments de sécurité qu'il faut, ou bien c'est vraiment pour cela, c'est un jeu d'enfant aujourd'hui. Il y a des outils qui sont gratuits sur Internet, qui permettent, et même l'IA aujourd'hui, vous, Madame Lise Gamier, vous pouvez devenir un hacker professionnel au bout d'une journée si vous vous asseyez et vous posez les bonnes questions. Que je vais pas me hasarder. Et si vous posez les bonnes questions à ChatGPT, il va vous donner les informations. Vous pouvez développer des capacités de hacking. Aujourd'hui, c'est un jeu d'enfant. Ah oui. Ce qui veut dire que quelqu'un peut être chez lui et puis il va être regardé au loin. Très bien. Par un hacker. Par un hacker, si vous avez des caméras un peu partout, ces caméras, si elles ne sont pas protégées, si votre réseau n'est pas protégé, justement... Dites-moi, rassurez-moi, si on a les caméras qui sont connectées, mais que le réseau, genre l'opérateur, comme vous dites, il est protégé, donc la protection, c'est bon, ou bien il faut encore d'autres protections, autres mesures? Bon, dites-moi, est-ce que... La question que je pose souvent, quand on me pose cette question... Si aujourd'hui, vous vous mettez dans une tenue assez légère... Je suis à la maison, dans ma chambre. Mais si une autre personne voyait cette image, est-ce que vous serez fier? À partir du moment où vous n'êtes pas fier, mieux vous ne même pas se mettre dans cette position. C'est ce que nous disons. Parce que justement, nous avons le problème de sursorption qui se développe dans nos pays où vous êtes en relation peut-être avec quelqu'un ou bien quelqu'un arrive à prendre des photos intimes de vous et il menace de les publier si vous ne lui envoyez pas de l'argent. Ben justement, donc, on demande, ne publiez même pas ces photos. Non, je n'ai pas dit qu'on publiait, mais non, la maison est connectée un peu partout, donc tu es en tenue légère chez toi. Quelqu'un peut avoir accès à ces caméras pour avoir tes images? Justement, dites-moi, est-ce que vous avez besoin d'une caméra dans votre chambre à coucher? En fait, elle est là pour surveiller qui? Une caméra, c'est fait pour surveiller. Donc, ce qui veut dire, oui, c'est vrai, mais il ne faut pas abuser. L'utilisation justement des outils numériques, il faut qu'il y ait une dose quand même de réflexion. Qu'est-ce que je veux faire avec ces outils numériques? Est-ce que c'est parce qu'il y a de l'argent ou bien c'est parce que ces outils sont disponibles que je vais les utiliser? Voilà, vous mettez une caméra dans votre douche, dans votre chambre. En fait, elle est là pour surveiller qui? Il faut éviter déjà ces erreurs. Il faut déjà éviter. Parce que je vous dis, le risque zéro n'existe pas. Tout ce que je vous dis, que oui, le fournisseur d'accès à Internet qui est Togo, ou GFA, ils sont protégés, mais eux aussi, ils sont soumis à des cyberattaques. Enfin, il y a toujours le risque qui existe quelque part. Quelqu'un va réussir, un hacker, ou bien parce qu'on a oublié de faire une maintenance ou bien une mise à jour,
Ou bien peut-être une secrétaire peut cliquer sur un lien malveillant, comme on disait. Ou ça peut être votre domestique qui a mal fait, il a fait une action quelque part. Oui, c'est vrai. Voilà. Les gens qui aiment les cadeaux, beaucoup de cadeaux du 50e anniversaire. Là. Il a juste cliqué et puis ça a permis à quelqu'un de s'introduire. Et c'est lui qui prend le contrôle de vos caméras. Il peut les diriger comme il veut. Il fait ce qu'il veut avec. Il est aux États-Unis, il dirige les caméras dans tous les sens. Et là, ça devient problématique. Ça fait réfléchir. Hein? Ça fait vraiment... On s'en sort comment? C'est pourquoi il faut que les gens, que les Togolais, je dis vraiment, je profite de votre occasion, de votre plateau, il faut que les Togolais adoptent ce qu'on appelle la culture de cybersécurité. La culture de cybersécurité, c'est quoi? Dites-vous que vous êtes utilisateur et consommateur des services numériques via donc, les réseaux sociaux, les réseaux informatiques. Il faut que vous allez à l'information de la cybersécurité. Et cette information, vous la trouvez sur les canaux de l'ANSSI, les canaux du CERT national, donc le CERT.tg, pour pouvoir vous informer des dernières menaces qui apparaissent, des dernières astuces ou bien des modes opératoires que les cybercriminels utilisent, des dernières vulnérabilités qui sont publiées. Donc, comme vous savez, quand vous êtes un CERT national, vous êtes membre des associations mondiaux de CERT, et donc il y a beaucoup d'informations qui se partagent dans ces canevas. Et donc, ça fait même partie de l'axe 1 de la stratégie nationale de cybersécurité que nous venons de publier il n'y a pas longtemps. Nous allons faire l'atelier de lancement dans les prochaines semaines. Et donc l'axe 2 de cette stratégie, c'est la protection de tout ce qui est infrastructure critique du pays. Et c'est le cœur même des missions de l'ANSSI, c'est protéger tout ce qui est vital pour le pays. C'est-à-dire, vous avez une infrastructure critique et si jamais cette infrastructure s'arrête, l'impact va se faire ressentir très vite sur le fonctionnement du pays, le fonctionnement de l'État, le bien-être de la population, la sécurité, etc. Et donc ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, nous allons mettre l'accent justement sur la réponse à incident. C'est vrai, nous avons un CERT national, nous avons démarré ces activités en 2019, mais il faut le renforcer. Il y a de nouveaux outils qui sont apparus sur le marché, puisque nous sommes obligés de nous adapter aussi par rapport aux cybermenaces. C'est clair. Avec l'IA aujourd'hui, de nouvelles formes d'attaques apparaissent. Il faut que nous adaptions nos outils de réponse à incident pour pouvoir faire face à ces menaces. Et le quatrième axe de cette stratégie, c'est renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de répression, que sont la police, la gendarmerie, les magistrats, dans la lutte contre la cybercriminalité. Nous faisons un travail qui, à mon sens, est assez louable, parce que vous voyez régulièrement la police et la gendarmerie nous présentent les malfrats qui sont présentés sur les médias. C'est tout un travail qui se fait derrière. Voilà, nous intervenons avec des appuis techniques, etc. Nous allons renforcer aussi cet aspect pour que, quand quelqu'un pose un acte de cybercriminalité, qu'il soit sûr qu'on va mettre la main sur lui et qu'il va répondre devant la loi. Et ainsi, ça va dissuader ceux qui pensent qu'ils peuvent se faire de l'argent et du beurre en utilisant donc, ces outils et en exerçant ces activités malveillantes. C'est clair. Alors, vous, en tant que PME aujourd'hui, start-up et PME, c'est super important. Vous aviez déjà insisté sur le fait qu'au niveau de ces mois, c'est de gros investissements que vous mettiez pour sécuriser toutes les données que vous aviez, vous également, au niveau de Robaloto, ramasseur de déchets plastiques, dans notre langue. Vos défis, vous les comprenez, vous êtes plus jeune, hein? Les investissements, vous les planifiez, vous les programmez, vous les envisagez? Oui, nous les envisageons. Mais comme le commandant l'avait dit, et le collègue aussi, c'est des ressources financières qui sont vraiment conséquentes. Et c'est l'un de nos réels défis, pouvoir avoir des ressources financières pour pouvoir mettre en place un background de sécurité assez robuste. Et comme défi aussi, nous avons le défi lié à l'adaptation de nos poubelles par les élèves et les enseignants. Dans la constance d'utilisation, voilà. Et également dans la formation. La formation en cybersécurité. Comme le collègue l'a dit, tu sors développeur, mais tu n'as pas forcément le background de cybersécurité adéquat. Donc c'est là aussi que, au nom de toute l'équipe, je tiens à saluer l'œuvre de l'ANSSI. Voilà. Voilà. Des défis également, au-delà de tout ce que vous avez dit, d'autres encore? Aujourd'hui, il faut mettre en exergue que le nombre de hackers évolue parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui facilite les choses. Et aujourd'hui, même quand tu n'es pas un administrateur système, quand tu vas sur ChatGPT, il suffit d'envoyer les bonnes requêtes, tu as les bonnes réponses. Donc, ce qui fait qu'on doit mettre
en place les nouveaux systèmes qui existent pour sécuriser nos différentes plateformes. Hier, j'ai eu à connaître sur le site de CERT.tg beaucoup de lois qui sont sorties et que nous, même en tant que développeurs, on ne connaissait pas. Du coup, il va falloir, je lance un appel à tous les startups, à tous les devs, de visiter régulièrement ce site-là pour être à jour sur les nouvelles fonctionnalités à mettre en place. C'est le CERT, le CERTG, le CERT. Le CERT.tg. Le CERT.tg. Le directeur le disait tantôt, il faut qu'au moins tous les Togolais passent par là au moins une fois par jour. Du réveil jusqu'au coucher, vous devez aller sur le tant site qu'on du CERT. tant qu'on utilise le numérique, tant qu'on utilise le numérique, il faut mais il faut y aller assez régulièrement. Parce que c'est le seul canal sur lequel nous pouvons publier les informations, les alertes, les mesures de sécurité. On ne peut pas le faire individuellement. C'est clair. Voilà, c'est vrai que nous envisageons d'autres actions de communication. Très bientôt, vous verrez sur la TVT des spots, publier des spots de vidéos sur des thématiques assez précises pour vraiment appeler l'attention de nos concitoyens sur les mesures de sécurité. Mais le plus facile, parce que tout le monde a aujourd'hui un smartphone, on va sur Internet, y aller régulièrement, vous lisez l'actualité, les dernières alertes que nous publions, ça va vous prévenir beaucoup de cyberattaques. Alors, de ces genres de rencontres avec les entreprises et entrepreneurs, peut-être les grandes entreprises même, est-ce qu'on en aura encore? Ah oui, donc ils ont même émis le vœu que l'ANSSI renouvelle régulièrement ces séances de formation. Nous l'avons fait il y a cela 3 mois avec les webmasters. Les webmasters, c'est ceux qui développent les sites et les administrent. Voilà, parce que vous allez remarquer, et nous avons fait surtout pour les médias en ligne, parce que vous allez remarquer, si c'était un média en ligne, vous voulez aller pour lire de l'information, c'est de la publicité intempestive qui arrive, ça vous redirige vers les sites de vente en ligne, de XBet, etc. Parce qu'en amont, dans le design de cette plateforme ou de ce site Internet, ils n'ont pas pris les mesures de sécurité. Qu'est-ce que les gens font aujourd'hui pour des raisons financières? Les gens vont sur Internet et ils téléchargent ce qu'on appelle les templates. Les templates, c'est, je veux dire, les canevas, voilà, le canevas. Et on met juste, voilà, on met les rubriques, voilà, on se dit qu'on a un site Internet. C'est extrêmement dangereux. Celui qui a développé, que je vous le disais, qu'il n'y a rien qui est gratuit sur Internet, celui qui a développé ce template qu'il a mis gratuit sur Internet, il a dit à des agences ou bien des services de publicité, OK, je vais mettre ce template en ligne, vous avez l'autorisation pour y mettre vos publicités. C'est ce qui se passe. Vous qui prenez le template et puis voilà, vous faites votre site. Ben oui, vous allez absorber toutes les publicités intempestives. Et moi, par exemple, il y a un site Internet où j'aimais aller lire des informations. Ces derniers temps, je ne peux plus aller. Il ne faut pas dire le nom. Je ne peux pas dire le nom. Voilà. Et je me suis approché et dit, mais monsieur, vous avez mal développé. Parce que c'est emmerdant. Donc ça vous redirige vers des sites de vente en ligne, etc. Et donc, on leur a fait une formation comme ce que nous avons fait pour leur expliquer comment on conçoit un site sécurisé, comment on design un site, quels sont les outils qu'il faut utiliser et quels sont les paramètres de sécurité qu'il faut mettre derrière. Voilà. Et donc, c'est notre mission, vraiment d'informer et de former les professionnels du domaine du numérique à ces métiers. Nous allons intensifier ces activités dans les années. Et ça fait comme nous avons installé ça dans la stratégie. Donc, nous allons développer ça. Ça va se faire. Et surtout, la demande des jeunes, de la quarantaine de jeunes formés récemment, la demande de plus d'accompagnement de ces formations, plus d'accompagnement dans la mise en place des systèmes de protection. Ou bien, monsieur de Semois? Exactement. Et il faut qu'on renouvelle ce genre d'activité au moins 2 fois dans l'année pour pouvoir prendre connaissance de nouvelles technologies à mettre en place. Vous leur avez dit ça à la formation? Exactement. Ils ont noté dans les recommandations. On a bien noté. Ils vont transmettre à qui de droit. Et puis sans doute, parce qu'aujourd'hui, le Togo mise beaucoup sur le numérique, sur la digitalisation pour booster tous les secteurs. Et quand on sait toute la richesse que vous créez, forcément, ce regard particulier sur votre accompagnement pour avoir un secteur économique assez fort. Il n'y a pas longtemps, il y a eu la semaine de l'intelligence artificielle à Lomé. Oui. Et pour que l'intelligence artificielle vit, il faut des données. Donc, il faut savoir comment stocker ces données-là et où on les stocke. Aujourd'hui, on héberge la plupart de nos applications à l'extérieur, sur des serveurs en France. Ce sera bientôt résolu comme problème. C'est une ambition de l'ANSSI. Oui, nous allons réglementer justement l'hébergement de ces données. Comme je vous disais, il y a certains, si une application s'avère être critique pour le pays, il y a tout un travail de réflexion qui est actuellement en cours à l'ANSSI. Il faut continuer, monsieur Amour. Oui, je disais que ce serait très intéressant de stocker les données des Togolais au Togo. Ça permettra beaucoup plus de sécurité à nous qui sommes utilisateurs.
Voilà. Vous pouvez plus rassurer vos clients Exactement. quant à toute la sécurité derrière le service que vous leur proposez. Est-ce qu'il y a d'autres petites astuces que vous nous apprenez? Vous nous avez appris plein de choses aujourd'hui dans l'émission, on a partagé. Je sais que je dois rentrer tout de suite, aller bloquer mon Wi-Fi du quartier. Ah oui. S'il y a mes voisins qui m'écoutent, qui me suivent, c'est le DG qui a demandé, je suis désolée. Je vais le faire. Est-ce qu'il y a d'autres astuces rapidement? Les mesures de bonne pratique, pour les trouver, nous avons fait un dépliant sur le site. Là, oui. Voilà, la mise à jour des mots de applications, les mots de passe robustes, éviter les AZERTY, les 1, 2, 3. Ce ne sont pas des mots de passe. Les noms de Chéri Coco. Les noms de Chéri Coco. Les dates d'anniversaire. On dit ne pas utiliser un mot de passe qui a trait à votre individu. Parce qu'on connaît votre nom, le nom de vos enfants, les dates de naissance. Nous publions toutes ces données sur les réseaux sociaux. Et donc, en faisant un certain nombre de combinaisons, on a vite fait de trouver votre mot de passe. Avoir un mot de passe robuste, c'est avoir un mot de passe de minimum 12 caractères avec des caractères spéciaux. Mais j'ai oublié. Minimum. Voilà. Donc, il y a des astuces pour pouvoir se souvenir. Voilà, vous créez vous-même l'astuce si c'est le nom de... Il ne faut pas le dire. Voilà. Les astuces, ça peut être quelque chose, vous prenez les premières lettres d'une phrase qui vous a marqué et vous en faites un mot de passe. L'essentiel, c'est que ce soit assez complexe, que ce soit indéchiffrable. Et donc là, ça prend du temps. Il faut aussi, et ça c'est pour les entreprises, de faire la sauvegarde de leurs données. La sauvegarde des données aujourd'hui, c'est le principal remède contre les rançongiciels. Les ransomware. Donc si quelqu'un prend toutes les données là, voilà, au moins vous avez votre sauvegarde, on réinstalle le système, on réinitialise le système et on introduit la sauvegarde. Maintenant, la personne peut utiliser mes données là à d'autres fins, non? Il n'y a pas autrement. Quelque part, au moins, il peut les utiliser et puis est-ce que ces données intéressent tout le monde? Voilà, il va falloir aussi trouver preneur. Mais vous, le principal préjudice, c'est que ça vous bloque dans votre activité. Il faut pouvoir continuer l'activité, il ne faut pas s'arrêter. Et pour les opérateurs du service essentiel, c'est vital pour le pays. Imaginez, tout le pays est bloqué parce qu'il y a un système d'information qui a perdu ses données très vite. Et ces sauvegardes, il faut les faire, il faut les tester régulièrement. Ne mettez pas juste en place un serveur de sauvegarde et vous dites oh c'est fait. Et le jour où vous faites face à une cyberattaque et on introduit la sauvegarde, on se rend compte qu'elle est mal faite, elle est mal conservée, ça ne marche pas. Donc il faut tester. Donc il faut que maintenant les entreprises aient des environnements de sauvegarde et des environnements de test. Sinon, il ne suffit pas d'avoir l'environnement de production, parce que les serveurs et tous les réseaux et les équipements, ça coûte cher. Et souvent, on privilégie les environnements de production. Et derrière, on se dit, bon, Dieu va l'aider. Attends, Dieu est gentil. Mais les les environnements de sauvegarde, les environnements de test. Il faut bien tester aussi les applications avant de les mettre en production. Quand vous développez une application, et ça, c'est une problématique souvent entre les opérationnels, donc la DSI, la direction des systèmes d'information, et la RSSI, c'est bien le service qui s'occupe de la sécurité des systèmes d'information. Le DSI, lui, veut déployer l'application, je parle par exemple dans les banques. Il y a une application, il y a un concurrent qui a déployé, donc c'est fait vite, on déploie. À peine elle a été développée, elle n'a pas été testée, on n'a pas fait des tests de pénétration. La sécurité va dire non. La sécurité dit non, et après c'est des conflits. Donc, il faut privilégier la sécurité. Parce que vous avez tout intérêt à tester, à vous assurer de la sécurité avant de la déployer. Avant de déployer. Parce que si vous déployez une application, vous vous rendez compte qu'il y a des failles de sécurité, vous êtes obligé de l'arrêter, vous perdez cette application perd sa crédibilité auprès de votre clientèle. Donc nous disons aux responsables d'entreprise, non, prenez le temps de faire les tests de pénétration, etc., avant de pouvoir la mettre en production. On comprend mieux quand on dit que c'est les métiers du futur. Parce que ce que vous dites là, c'est les nouvelles menaces qui créent de nouvelles exigences, de nouveaux postes. Donc tout ça, on est en vacances, qui peut donner des idées d'orientation aux étudiants, aux jeunes bacheliers, de voir aller se chercher plus dans le domaine du numérique parce qu'il y a de l'emploi qui se dessine énormément par là. Il y a de l'emploi qui se dessine énormément par là. Aujourd'hui, il y a un foisonnement de structures de formation. Il y a l'université de Lomé avec l'école polytechnique, l'université de Kara, le département de mathématiques de l'université de Kara, qui a un pôle de cybersécurité. Nous sommes allés les visiter la dernière fois. Il y a IPNet Expert qui c'est bien de faire de la publicité à des structures. Non, mais c'est bien, je veux bien leur faire la publicité parce qu'ils nous aident à avoir le vivier, à recruter. Ils sont ces jeunes cyberanalystes qui sont dans nos services, qui monitorent des systèmes d'information et qui nous permettent au moins de faire face à... De protéger les données des Togolais. Tout à fait. Mais super. Bon. Mais sur ce sujet-là, je voudrais dire un truc pour donner un conseil à mes jeunes frères et à mes jeunes sœurs. Il ne faut pas choisir une filière parce qu'il y a de l'avenir dedans. Il faut d'abord aimer ce que tu veux faire. Voilà. Si tu n'aimes pas la filière, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne pourras pas
être fier de ce que tu fais, tu ne seras pas heureux dans ce que tu es en train de réaliser. Allez, un conseil de grand frère qui va nous faire atterrir dans cette émission. Merci. Vous gardez la parole pour éventuellement, si vous aviez autre chose à dire et que vous n'aviez pas dit depuis le début. Monsieur Amouzou Kwamivi, Marcel de C'est moi Togo. Merci encore Lise, merci pour l'invitation. Merci à l'Agence nationale de cybersécurité et pour l'événement qu'ils nous ont organisé dans la semaine, et pour nous former et nous montrer les nouvelles exigences de la sécurité. Et nous encourageons vivement cette action. Et on espère que d'autres formations reviendront très rapidement pour nous renforcer dans notre sécurité. Et on est rassuré que une des fintech qui gère entre guillemets, notre argent ait pu bénéficier de cette formation et soit autant conscient des menaces. On est sûr que notre argent est en sécurité. Patide Kezia, responsable communication de Robaloto, merci d'avoir été avec nous. Pour finir, vous nous diriez? Je vous remercie pour l'invitation et pour la formation que j'ai bénéficiée hier. C'était très intéressant. À titre personnel d'abord, voilà, c'était très intéressant. J'ai beaucoup appris et de nouvelles perspectives d'avoir d'autres idées. J'en ai gardé. Alors, commandant Bota Gwaliba, directeur général de l'Agence nationale de la cybersécurité, qui prie mes voisins de mon wifi, mais bon. Et puis, merci d'être passé et merci pour tous ces bons conseils. C'est à vous le remerciement, vraiment à la TVT de nous donner cette fenêtre encore de parler de la cybersécurité. On nous fait le reproche que nous ne communiquons pas assez, c'est vrai. Et nous avons pris conscience de cette problématique et nous sommes en train d'intensifier les actions de communication. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que c'est moi à développer une application, ce n'est pas parce que les banques qui consomment ces applications ont mis tout un environnement de sécurité que votre argent est en sécurité. Si vous-même, vous ne vous imprégnez pas des mesures de cybersécurité. Si nous-mêmes on est alerte, on n'est pas alerte, voilà, si on peut rapidement aller dire que quelqu'un nous a envoyé Timoni, on va aller lui envoyer quoi, parce que si nous-mêmes on n'est pas alerte. Donc, on peut faire le tour du monde, on peut avoir les meilleures stratégies de cybersécurité, les meilleurs agents de cybersécurité, les meilleurs équipements, les meilleurs outils. Au finish, c'est le consommateur final qui, dans son vécu quotidien, qui utilise ces services, s'il ne respecte pas ou n'implémente pas ces mesures, va être la faille par laquelle une cybermenace peut arriver. Et donc, on retombe toujours sur cette problématique de la culture de cybersécurité. Voilà, les gens pensent que je prends mon portable, je déverrouille et puis je vais sur les applications que j'utilise, je ne me soucie plus de rien. Si vous n'adoptez pas cette culture de cybersécurité, tout le temps, voilà, s'informer, lire les informations liées à la protection des données, à la protection des systèmes, à la cybersécurité, c'est vous qui allez subir les cyberattaques. C'est vrai, l'État aura mis beaucoup d'argent, l'État a mis beaucoup d'argent pour développer tout cet écosystème de cybersécurité dont je viens de vous parler. Je ne peux pas vous donner les chiffres exacts, mais ça se chiffre en plusieurs dizaines de milliards. Ce sont des équipements qui coûtent extrêmement cher. Voilà, parce que ça permet de monitorer l'ensemble du cyberespace. Il faut donc que le citoyen aussi mette du sien. Mette du sien. Un peu de responsabilité. Voilà. Quand on dit qu'il faut avoir un mot de passe robuste, il faut prendre la peine d'avoir un mot de passe robuste. Il ne faut pas cliquer sur les liens en désordre. Voilà, il ne faut pas cliquer sur les liens en désordre. Il ne faut pas juste parce que vous avez entendu la voix de quelqu'un au téléphone, commencer à envoyer de l'argent. Aujourd'hui, il y a des astuces très simples pour lutter contre les arnaqueurs. Demandez-leur juste de faire, par exemple, un appel vidéo. Lorsque vous allez entamer une procédure qui va permettre de le dévoiler, ou bien de l'identifier, très vite, il va raccrocher. Il disparaît. Parce qu'il joue sur quoi? Il joue sur cette naïveté, il joue sur l'anonymat. Voilà, vous avez entendu la voix de quelqu'un, et bon, voilà. Non? Ou bien, et ça, aux professionnels, privilégier les contacts par mail. Quelqu'un vous contacte, il vous propose un service. Monsieur, envoyez-moi un email. Et donc, par le mail, on peut tracer facilement les interactions. Et donc, ce sont ces mesures de cybersécurité, cette culture de cybersécurité. Si tout le monde y met le sien là-dedans, nous pourrons ensemble lutter contre ces cybermenaces. Merci pour cette enrichissante émission. Merci aux fidèles téléspectateurs, sans doute, qui vous disent merci également. Passez une très belle soirée. À très bientôt autour d'une autre thématique. Au revoir.